Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la photo. Donc je suis très contente de vous retrouver après un bel été 2021. J'espère que comme moi vous avez profité de cet été et que vous avez pu voyager, faire le plein de soleil. Donc moi je suis en pleine forme pour reprendre les épisodes du podcast. Bon, pour cet épisode de rentrée, je suis ravie d'échanger avec Éléonore Charret, agent de photographe depuis 22 ans, mais aussi présidente du syndicat Les Agents Associés depuis 5 ans. Bonjour. Bonjour Marine. Pour commencer, je vous propose de vous présenter et de revenir sur votre parcours professionnel. Donc de commencer par votre milieu familial dans lequel vous avez grandi, la formation que vous avez fait et jusqu'à la création de votre agence. Ah oui, ça fait un long parcours à raconter. Alors, donc moi j'ai grandi dans une famille qui n'était pas liée à la photographie du tout. Une mère psychanalyste et un père dans la banque. Et nous avons vécu essentiellement à Paris, mais j'ai passé toute mon adolescence à Londres, dans les années 80. Et ensuite, au retour en France, j'ai fait des études à Dauphine, où j'ai fait un master maîtrise de gestion, à l'époque ça s'appelait. Et là, j'ai travaillé tout de suite. Je suis rentrée dans le groupe Figaro et j'ai travaillé sur l'édition d'un titre qui s'appelait Le Figaro Grandes Écoles et Universités, qui est en fait une déclinaison du quotidien destiné aux étudiants. Puis j'ai travaillé. Vous aviez quel rôle, pardon, à ce moment-là, le poste que vous aviez? Alors, au départ, j'étais rentrée, j'étais à Dauphine encore et je faisais ça en parallèle et au départ je cherchais en fait des marques qui voulaient bien s'associer au titre et investir dans le titre. Donc à l'époque c'était des marques de cigarettes, d'alcool, tout ce qui concernait les étudiants et qu'on avait le droit de promouvoir. Et ensuite quand j'ai été embauchée à la sortie de Dauphine, là j'avais un rôle plus de coordination sur la fabrication et la distribution du titre. Donc c'était à la fois des aspects commerciaux, mais des aspects éditoriaux, des choix de fabrication, de distribution, enfin un petit peu toutes les préoccupations qu'on peut avoir autour de la diffusion d'un titre de presse. Et vous aviez choisi le Figaro pour une raison, enfin la presse pour une raison? Non, il y avait... c'est pas du tout ça. C'est que je voulais travailler très tôt et j'ai un ami qui travaillait dans ce titre, était un garçon qui était à l'ESCP et qui m'avait dit écoute, moi je travaille là et ça me permet de faire mes études et en même temps de bien gagner ma vie, c'est intéressant, donc si ça t'intéresse je peux t'introduire dans cet univers. Donc c'était complètement un hasard, ça a démarré par un hasard, mais en fait comme je vous ai dit, j'ai une mère psychanalyste, je ne crois pas tout à fait au hasard. Je pense que finalement, si j'y suis allée, si ça m'a plu, c'était pas un hasard. Et ensuite, donc après quelques années passées là, je suis rentrée dans le groupe Europe 1, à la régie publicitaire. Et ensuite, je suis allée à France Télévisions, à la régie publicitaire également, où j'ai travaillé sur les opérations spéciales, donc qui sont les associations de marques avec les programmes. Donc on est toujours un petit peu dans la même mécanique. À la fois, on est proche de celui qui fabrique le média et à la fois, on va chercher des marques qui veulent bien l'accompagner et investir dans ce média. Et donc là, j'étais vraiment, on est vraiment au milieu entre les chaînes et les marques et on est confronté à des problématiques de production parce qu'on fabrique les images. On peut pas mettre à l'antenne des images que les marques ont déjà fabriquées. Il y a des contraintes juridiques qui sont assez fortes sur les partenariats. Et donc c'est ça qui m'a peut-être donné l'idée de la fabrication de l'image en fait. Et c'est ça aussi, je pense, en fait, travailler dans une régie publicitaire, c'est assez proche du métier d'agent parce que on est un intermédiaire entre une marque et un média, un photographe et une marque. Donc il y a quelque chose de similaire en fait.
Et donc après quelques années à France Télévisions, j'ai voulu travailler à mon compte. Et c'est ça qui a créé la dynamique pour faire mon agence, pour monter mon agence. Et pourquoi vous vouliez travailler à votre compte? Parce que je ne voulais plus travailler dans des gros groupes où je trouvais qu'on perdait beaucoup de temps à faire des coordinations, des communications sur son travail, etc. Et qu'on pouvait être beaucoup plus efficace en étant plus agile. Et donc je me suis dit que ce serait vraiment intéressant d'être à mon compte. Mais ça a été quand même une remanipulation psychique importante, parce que de passer de l'état de salarié, donc 10 ans, à je me mets à mon compte, il y avait une petite angoisse. Et en fait, ce qui m'a déclenché, c'est qu'il y a eu une restructuration dans la régie publicitaire où je travaillais, et donc je me suis dit que c'est l'occasion de sauter le pas. Et du coup, j'ai monté l'agence. J'ai regardé autour de moi. Je suis pas tout à fait. Je me suis pas dit je vais être agent de photographe. Ça n'a pas du tout été comme ça. C'est que j'ai regardé autour de moi quels amis avaient leur propre business à l'époque. Et j'en avais pas beaucoup, j'en avais qu'une. Toutes les autres étaient encore salariées dans des grands groupes, toutes mes copines qui avaient fait des écoles ou des trucs. Et j'en avais une qui avait monté sa boîte et qui était agent de photographe. Mais elle avait fait ce que j'appelle le parcours classique de l'agent de photographe, c'est-à-dire qu'il a lui-même démarré chez un agent et puis a monté son agence à partir d'une expérience acquise auprès du premier agent, en fait. Donc elle avait fait ce parcours-là, et elle travaillait dans la mode. Elle était agente photographe de mode, elle s'appelait France Drillon. Elle existe toujours, mais elle n'est plus du tout agent. Et elle a changé de nom puisqu'elle est mariée maintenant. Mais donc c'est elle qui m'a beaucoup encouragée et qui m'a dit, écoute, elle m'a en fait complètement décomplexifiée. Je sais pas si on peut utiliser ce terme. Non, mais t'as qu'à être agent. Enfin, franchement, comme si c'était un truc, une évidence. Et elle m'a donné un conseil très judicieux, auquel j'aurais jamais pu penser seule parce que je connaissais pas du tout le milieu. Elle m'a dit, tu devrais représenter des photographes de nature morte. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est nature morte? Elle me dit, écoute, je sais pas très bien, c'est des photos sans personnage, mais j'ai une copine qui fait ça et ça marche très bien, tu devrais faire ça. Et donc c'est comme ça que j'ai démarré. Et en fait, elle m'a encore aidé dans le fait que j'ai pu partager ses bureaux et donc profiter quand même de son expertise du métier. Et elle m'a donné un peu les clés pour démarrer, en fait. Donc j'ai partagé son bureau, j'ai monté une structure, je lui ai donné des parts, et c'est comme ça que j'ai démarré. Et les photographes, vous les connaissez? Alors non, je ne connaissais pas du tout, et c'est la plus grande difficulté de notre métier. En fait, c'est pas tellement de trouver des clients marques, mais c'est d'avoir des bons photographes et des gens avec qui on va s'entendre, évoluer et pouvoir travailler harmonieusement. Et donc j'en connaissais pas du tout. Et elle, évidemment, ayant pignon sur rue, puisqu'elle était un agent déjà existant, elle avait des demandes, elle recevait, donc on a démarré un peu comme ça. Et puis elle m'a emmené un petit peu avec elle en rendez-vous droite à gauche. Et là, j'ai fait une rencontre tout à fait décisive, puisqu'elle m'a emmenée et j'ai rencontré Catherine Mahé à l'époque. Et on lui dit, qui était une acheteuse d'art, tout à fait. Et on lui dit, voilà, on monte un bureau un peu spécialisé autour de la nature morte. Si tu connais des photographes, tu peux nous les envoyer, etc. Et elle m'a envoyé un photographe avec qui je travaille toujours, donc ça fait plus de 20 ans, qui est Éric Sauvage, qui était un photographe de nature morte, qui faisait beaucoup de packshots et on a évolué ensemble. Et ça m'a permis d'avoir un socle solide pour développer toute l'agence autour, en fait. Est-ce que vous pourriez juste expliquer pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'une acheteuse d'art? Alors, une acheteuse d'art, c'est quelqu'un qui, dans une agence de publicité, ça existe aussi chez certains annonceurs, a pour mission de repérer les talents et ensuite de voir si ces talents sont en adéquation avec
la commande potentielle ou en tout cas l'image que l'entreprise a éventuellement besoin de fabriquer. Évidemment, ce sont des métiers qui ont beaucoup évolué puisque quand il n'y avait pas Internet, elles avaient tout le savoir. C'est elles qui recevaient en fait les photographes, qui connaissaient ce qu'il y avait dans les books et qui pouvaient, au moment où la question se posait dans l'entreprise ou l'agence, de se dire qui on va appeler, elles pouvaient dire il faut appeler truc machin, je fais rentrer les books et vous allez voir, c'est ça qu'il faut essayer. Aujourd'hui, elles ont adapté leur rôle puisque les images sont maintenant disponibles pour tout le monde. Donc, elles ont une valeur de conseil, de dire, elles connaissent quand même des choses plus que les autres de l'agence forcément, mais elles ont aussi une valeur de conseil de pouvoir dire, ça je le connais, ça c'est sérieux, là le book est bien, mais en plus le photographe est sérieux, l'agent est agréable, et donc les paramètres sont réunis pour que on fasse une production dans de bonnes conditions. Et qu'est-ce que vous avez trouvé difficile quand vous avez créé votre agence? Parce que du coup, vous aviez votre ami pour vous introduire, mais est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes dit, oh là là, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais? Est-ce qu'il y a eu des surprises entre guillemets? J'imagine que oui. Non, en fait, c'est plutôt l'inverse. D'accord. Qui s'est passé, c'est que c'était moins compliqué que ce que je pensais, parce qu'en fait, c'est un métier, c'est un univers, je dirais, qui est avide de nouveautés. Il y a toujours une prime à la nouveauté, et donc quand on propose quelque chose de nouveau, on est toujours assez bien accueilli, en fait. Et donc, quand on arrive et qu'on est comme ça, jeune, avec des idées nouvelles, ou pas forcément des idées, mais en tout cas des artistes nouveaux, et que les gens vous reçoivent. Ils ont envie de connaître. Et donc en fait, avoir des rendez-vous et présenter l'agence et le travail des auteurs, c'était pas si difficile au départ. Donc en fait, ça a été, j'ai pas trouvé que c'était ingrat. Au contraire d'autres univers qui sont très normés, où il faut passer des paliers pour espérer telle ou telle chose, où il faut avoir des références je sais pas, académiques ou professionnelles, là c'est très ouvert en fait. Et c'est ce qui en fait la facilité et la difficulté. La facilité parce qu'on peut rentrer facilement, et la difficulté c'est de rester en fait, c'est de pas être poussé sur le côté par la nouveauté suivante. C'est ça, c'est toute la difficulté du truc en fait. Et les annonceurs ou les clients, les marques, vous alliez les chercher, elles venaient vers vous, comment? Alors au départ, comment on quand j'ai démarré, avec à l'époque les agences étaient encore très centralisatrices de toutes les productions. Du fait que justement, comme il n'y avait pas encore cette diffusion des images partout, elles avaient le savoir et qui maintenant est accessible à tous. Maintenant, n'importe quel responsable marketing peut faire une recherche sur Pinterest et vous dire voilà, mon mood board c'est ça. Et éventuellement, il y a même le nom des photographes et éventuellement, il peut même les contacter tout seul finalement. Alors qu'à l'époque, le savoir, il était vraiment dans l'agence, puisque c'est eux qui connaissaient ce qu'il y avait dans les books, qui connaissaient les photographes. Enfin, comment on les trouvait? Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui soit le référent. Et donc, à l'époque, ce qui était important, c'est d'aller voir ces gens-là qui centralisaient et d'être référencés chez eux. Et donc, du coup, on faisait des rendez-vous, on le fait toujours, c'est toujours une technique qui existe, évidemment, on fait des rendez-vous, on présente le travail des auteurs, on présente les nouveautés, on explique les images, on crée un lien humain, tout ça, ça existe évidemment toujours, mais je pense qu'à l'époque, on faisait encore plus de rendez-vous physiques que maintenant, puisque maintenant, avec cet accès des images faciles, les gens ont moins besoin de vous rencontrer pour les connaître. Donc ils sont moins avides. Et vous pensez qu'il y avait moins d'agences? Est-ce qu'il y a aussi il y avait moins d'agents de photographes, ça il y en avait certainement moins, ça c'est sûr. C'est un métier qui s'est beaucoup ouvert, il y a plus d'agents, mais il y a aussi beaucoup plus de photographes. Parce que la technique a rendu accessible le métier
à beaucoup. C'est-à-dire qu'avant, la technique était un filtre important, il fallait la maîtriser et c'était difficile. Aujourd'hui, les appareils sont simples, c'est très facile de faire des images, il y a la post-production, donc c'est devenu beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible. Donc il y a plus de photographes, plus d'agents, ça rend peut-être le business plus compliqué pour essayer de trouver, de faire son trou, peut-être. Et quels sont un petit peu là on en a du coup abordé certaines, mais est-ce qu'il y a des grandes évolutions que vous avez pu voir au niveau du marché de la commande photo depuis la création de votre agence depuis 20 ans? Oui, c'est ce que je viens d'évoquer un peu. C'est l'arrivée. Pour moi, il y a deux évolutions majeures. C'est l'évolution de la technique des prises de vue, donc qui a complètement changé. Avant, il y avait toute l'argentique, le développement, la lecture du Pola, de l'Ecta, donc tout un savoir-faire qui était réservé aux photographes, et aussi peut-être quelque chose qui se fabriquait moins vite que maintenant, qui était moins instantané. Là aujourd'hui, la technique de prise de vue, c'est hyper rapide. On prend la photo, hop, on la voit tout de suite, hop, on peut éventuellement faire un montage tout de suite sur la prise de vue. Enfin, ça va à une vitesse incroyable. Donc, dans la technique a complètement évolué. Et puis, cette histoire d'Internet aussi qui a complètement ouvert les boucles de tout le monde à tout le monde. Il n'y a plus le mystère. Avant, on se demandait ce qu'il y avait dans le book d'un tel, qu'est-ce qu'il avait fait comme nouvelles images. Maintenant, on voit de tout le monde, et ça rend les choses aussi peut-être difficiles parce que du coup il y a les inspirations, le plagiat, tout ça sont des problématiques réelles, quoi. C'est comment on protège sa création. Du coup, ça fait une très bonne transition pour parler du syndicat. Oui, c'est vrai. Voilà, parce que ça fait partie des sujets qui nous intéressent. C'est ça. Je pense qu'il a aussi été créé là pour défendre des métiers qui doivent s'adapter à des nouvelles façons de travailler dans la photographie. Oui. Et donc du coup, la première question que j'avais sur ça, mais on en a quand même un petit peu répondu aussi, mais c'est pourquoi il a été créé et quelles étaient les valeurs et les enjeux au moment de la création, et puis maintenant, enfin, comment le syndicat a du coup évolué depuis sa création. Il existe, moi je le connais depuis 2004, il existe tel qu'il est aujourd'hui depuis 2004. Il avait été créé bien avant, je sais même pas en quelle année, puis endormi, et il a été réveillé en 2004. Et je pense que ce qu'il a réveillé, c'est un petit peu ce que je raconte là, en fait. C'est toutes ces évolutions qui ont fait qu'à un moment, c'est devenu plus compliqué de travailler, de gagner sa vie, et que il y a aussi un point très important qui sont les droits d'auteur, qui sont vraiment la clé pour nos photographes. Ce qu'il faut vraiment défendre avant tout, ce sont les droits d'auteur, c'est leur statut. Ce sont des gens qui sont pas intermittents du spectacle, donc quand ils travaillent pas, ils n'ont pas d'argent. Donc le droit d'auteur, c'est vraiment l'exploitation de leur image qui doit leur rendre des dividendes, si j'ose dire. En tout cas, l'exploitation de leur travail doit pouvoir les faire vivre en fait dans le temps, parce qu'ils n'ont pas il n'y a pas d'autres d'autres aides, d'autres fonctionnements dans tous les métiers. Si vous travaillez pas, vous avez le chômage, vous avez des solutions. Quand vous êtes auteur, c'est que votre talent et l'exploitation de votre talent qui va pouvoir vous faire vivre. Donc c'est important que ce droit d'auteur soit respecté. Très important. Et c'est vrai qu'en 2004, depuis 2004, ça fait partie des sujets importants qu'on évoque dans notre syndicat. Notre syndicat, notre syndicat, il réunit aujourd'hui 40 agents d'illustrateurs et de photographes, donc qui sont des auteurs.
En tout, ça représente, je crois que ça nous représentons 600 auteurs à nous tous réunis, donc c'est quand même une grosse force. Et on se réunit pour réfléchir à notre métier, le valoriser bien entendu, échanger. Et donc concrètement, comment ça se traduit? On a plusieurs objets de travail. La réflexion sur notre métier, ce sont des réunions qu'on fait en fonction effectivement des évolutions du marché. Donc quand on parle du droit d'auteur, on va en parler. Quand on parle de production, on va en parler. La production, parce que à peu près tous les mois le rythme de... Non, il n'y a pas de règle. Ça peut pas être aussi intense parce qu'on est tous pris par nos propres bureaux et donc on peut pas avoir un rythme aussi intense. Mais je dirais qu'on se réunit 2 fois, 3 fois par trimestre selon. Et on a plusieurs sujets de travail, de travaux, je ne sais pas s'il faut l'accorder. Et donc on a de la réflexion, donc on va réfléchir sur les contrats qu'on a avec nos auteurs, sur les conditions générales de vente que nous devons imposer. On va réfléchir sur des problèmes de contrefaçon, on va réfléchir sur des problèmes de production. Est-ce que l'agent est un agent producteur, notamment sur l'image en mouvement, puisque c'est aujourd'hui quelque chose que nous abordons tous. On vend de la photo, mais on ne vend plus uniquement de la photo. On vend de la photo et maintenant on vend aussi du film. Et donc comment on se positionne par rapport à la production, c'est un vrai sujet. Ensuite, on fait des formations aussi. Donc, on se fait aujourd'hui, il faut être super fort sur Instagram, sur LinkedIn. Donc, on fait des formations, tout ça accompagné avec des professionnels. Idem sur les sujets précédents, on peut avoir un juriste qui intervient. On essaye d'échanger avec des experts en fait qui vont nous aider, donc de mutualiser les conseils. Et puis après, on a aussi, pour moi, ce qui est très important dans notre syndicat, c'est l'échange. C'est-à-dire que entre nous, on échange nos problématiques parce qu'en fait, on travaille tous, on est des microstructures tous. Et donc, à un moment, c'est pas mal de pouvoir se dire, tiens, moi, j'ai ça de cette question, qu'est-ce que je fais et d'avoir pas juste la réponse de son ami habituel, mais d'avoir peut-être des gens qu'on connaît moins et qui vont donner un point de vue différent. Donc c'est aussi une force que d'avoir des tas de structures, plein de structures qui sont très différentes de par les personnalités qui les incarnent, de par les marchés sur lesquels elles travaillent. Et ça fait une richesse dans l'échange en fait. Et ça c'est très important pour le syndicat. La valorisation du métier aussi, parce que moi ça a été le moteur pour moi dans l'adhésion au syndicat, c'est qu'il y a toujours cette idée que l'agent est quelqu'un qui va compliquer le process. Les gens disent s'il y a l'agent, peut-être ça, le photographe peut dire il va falloir que je lui donne 25%. Le client lui dit si je passe et qu'il n'y a pas d'agent, je peux éventuellement économiser 25%. Donc il y a toutes ces espèces de mauvaise image qu'il faut travailler, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un agent? C'est quelqu'un qui accompagne le photographe, qui l'aide à identifier son écriture, à la diffuser. C'est quelqu'un qui le soutient dans le cadre de la production, qui assure que la production soit dans un cadre de qualité et qui va tenir des délais, qui va s'assurer que les règlements soient faits aussi dans de bonnes conditions. Donc c'est énormément de choses, énormément de travail en fait qui est fait, je dirais, en back-office et qui garantit en fait pour l'auteur une bonne évolution de carrière. Donc normalement, si ça se passe bien, il y a pas de question qui se pose de savoir s'il doit y avoir un agent, pas un agent. C'est une évidence. C'est quelqu'un qui va organiser et qui va faciliter, faire en sorte que tout se passe pour le mieux dans la valorisation de la carrière de l'auteur. Donc et alors, nous, au sein de notre syndicat, ça, ce sont des points qu'on aborde, effectivement, pour essayer de savoir comment valoriser notre métier, comment faire en sorte qu'on soit le mieux perçu. Et donc, pour ce faire, on organise, entre autres, un prix de jeunes talents. Donc, on s'intéresse
à la nouveauté que je citais au début, parce que la nouveauté reste la clé importante dans ce marché. Il faut toujours avoir quelque chose de nouveau. Et donc on organise un prix Jeunes Talents qui s'adresse à des vrais jeunes talents, c'est-à-dire qui ont moins de 30 ans, qui n'ont jamais été représentés. Et on leur donne la possibilité de rencontrer les membres du syndicat, les gens du marché, et on les accompagne pour les finalistes, les lauréats, etc. Donc ça, c'est aussi une vraie chose qu'on organise. C'est un gros truc. Concernant les droits d'auteur, je pense que ça peut. Enfin, c'est un sujet qui est très important. Ouais. Je sais pas si vous auriez des conseils pour faire attention. Enfin, est-ce qu'il y a des règles, ou en tout Absolument, cas il y a des règles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles sur le prix, sur le montant, mais il y a des règles sur quand je vends une image, je dois savoir dans quel cadre elle va être utilisée. Donc je dois connaître le territoire sur lequel elle va être diffusée, je dois connaître la durée de son utilisation et je dois connaître les supports sur lesquels elle va être diffusée. Donc ça, ce sont 3 éléments dont il est impossible de se passer et il faut absolument les connaître quand on vend une image. On peut pas vendre une image sans avoir répondu à ces questions-là en fait. Ça peut être plus ou moins précis. On ne demande pas forcément à la page média près ou au site web près exactement. On peut faire des approches un peu globales, mais c'est important que ce soit bien envisagé au départ, défini, chiffré et que ce soit respecté. En fait, ce qui est important, c'est que nos interlocuteurs annonceurs aient vraiment conscience qu'on ne peut pas se passer de cette dimension-là, que c'est une réalité qu'il faut affronter et accepter, et qu'un auteur, il vend des honoraires une rémunération sur la mise en œuvre, c'est-à-dire la fabrication, et il vend des droits d'auteur. Très important. Et vous pensez que la diffusion sur les réseaux sociaux ou sur le web du coup général, et vous pensez que ça a complexifié aussi les droits d'auteur? C'est ça, enfin par rapport à... Oui, parce que en fait la notion de territoire devient un peu plus complexe, de durée devient un peu plus complexe, parce que nous on vend des droits d'utilisation réseaux sociaux à des marques par exemple. Donc ça veut dire qu'ils vont l'utiliser sur leurs réseaux sociaux, donc ils vont dire réseaux sociaux 1 an, je dis n'importe quoi. Et quand on est sur un mur Instagram, on va y rester indéfiniment. Donc en fait, je sais pas s'il y a quelqu'un qui efface les images au bout d'1 an en se disant « Ouh là là, j'ai que les droits pour 1 an, donc je les efface ». Je donne un petit exemple comme bien ça, sûr. Mais on voit bien que c'est compliqué. Puis tout d'un coup, on voit aussi des gens qui s'approprient l'image, qui l'utilisent sans avoir demandé sur des sites, des trucs... ils se disent oh bah tiens ça existe, ils l'attrapent sur internet, ils le mettent sur un site, ils ont rien demandé à personne, et puis ils se disent pas vu pas pris, et puis si vu oh bah je savais pas, et hop ils l'enlèvent. Donc c'est un vrai truc. Alors bon, après il y a des techniques, on peut taguer ces images pour les suivre sur internet, on peut ah d'accord. Ouais, il y a des systèmes qui permettent de se protéger. Mais c'est important en tout cas au moment où on fabrique une image pour quelqu'un ou qu'on vend une image qu'on a déjà faite à quelqu'un, qu'on sache quel est son périmètre d'utilisation, même si c'est Internet, on peut envisager quand même des utilisations et les chiffrer. Et pourquoi vous avez choisi de vous investir dans cette association, dans ce syndicat, en tant que présidente? Parce que j'imagine que vous avez beaucoup de travail avec votre emploi d'agent. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui l'a déclenché? Est-ce que vous vous sentiez prête entre guillemets d'avoir ce rôle bénévole? Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé ou alors au départ, quand je suis rentrée dans l'association, je suis rentrée comme en me cachant un peu derrière les piliers, c'est-à-dire en me disant pourvu qu'on me pose pas de questions et qu'on me demande rien. Et puis en fait, je suis rentrée aussi parce que je voulais rencontrer les autres que je connaissais pas. Moi, n'ayant travaillé dans un autre milieu avant, c'est vrai que je connaissais pas du tout les agents, donc j'étais
super contente de pouvoir les rencontrer en fait et voir comment ils travaillaient, et je me demandais si ce que moi je faisais ça allait ou s'il fallait que je fasse différemment, s'il y avait des techniques, si je passais à côté de quelque chose. Donc cet échange pour moi était vachement important, et j'ai rencontré des personnalités attachantes et sympathiques, et donc c'est vrai que j'aimais bien ce rendez-vous des agents associés. Ça m'amuse aussi de voir la différence des marchés sur lesquels on est. C'est très amusant parce qu'en fait on a une idée comme ça, mais il y a plein de choses différentes. Il y a ceux qui font du corporate, il y a ceux qui font que du culinaire, il y a ceux qui font de la mode, et puis il y a tout le marché de l'illustration. Ça, c'est encore un domaine très différent que je connais moins, mais là, ils ont encore des problématiques différentes. Et donc, c'est très riche de pouvoir avoir ces échanges. Et ce sont tous des gens qui sont courageux, qui font tourner leur petite usine, qui se lèvent le matin avec la foi d'aller défendre des auteurs, et donc moi je trouve que c'est vraiment respectable. Et donc au départ c'est vrai que je suis rentrée un peu là-dedans, un peu pour voir un peu, et puis bon, petit à petit je me suis un peu investie, un peu plus, bah tiens, tu vas venir au bureau, bah bon, d'accord, pourquoi pas. Et puis une fois que j'étais au bureau, je suis restée pas mal d'années au bureau, et puis quand la présidente a dit bon, maintenant je voudrais bien passer la main, elle m'a téléphoné, elle m'a dit est-ce que toi tu voudrais bien, c'était Catherine Kekierman, qui a une agence qui s'appelle Ask Our Agents, qui est vraiment quelqu'un aussi de grande qualité, qui connaît très très bien le monde de la photo, et c'est elle qui m'a dit est-ce que tu voudrais bien reprendre le flambeau. Je lui ai dit bon, ok, et puis bon, j'espérais que ça serait peut-être pas trop long, et puis après on a envie aussi, il y a rien qui se fait dans le court terme en fait. On a toujours besoin de temps pour développer les choses, même dans nos métiers d'agent. Ce que je dis toujours aux photographes quand je prends un nouveau talent dans l'agence, je lui dis il faut se donner du temps, ça peut pas se faire en 5 minutes. Il faut vraiment se donner du temps, c'est pas un sprint, c'est vraiment une course de fond. Il faut travailler dans la durée, et parce que les choses, c'est lent de faire évoluer les choses, il faut prendre le temps de le faire bien, de les inscrire dans le temps. Et aux agents associés c'est pareil. Comme j'ai lancé pas mal de choses avec le bureau actuel, et de ces dernières années, par exemple le prix Jeune Talent, on en parlait, c'est quelque chose qui a à peu près 5 ans, au même moment où je suis arrivée. Il faut l'installer, il faut le faire tourner 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est lent comme on se retrouve. Le bureau, on se rencontre 1 fois par mois. Ça fait 12 réunions par an. Ça c'est pas beaucoup en fait. Donc après, certes, chacun de son côté, on essaye de faire avancer parce que sinon ça n'avance pas assez vite. Mais comme vous dites, on est un peu happé par nos vies quotidiennes, notre agence, nos trucs, et donc ça va pas aussi vite qu'on voudrait. Donc on a la frustration de la lenteur, et puis ce qui est difficile aussi, c'est que quand on anime une association, on est toujours un petit peu frustré aussi du manque d'implication des adhérents. Mais ça, je crois que c'est typique de toutes les associations, c'est-à-dire que ceux qui sont investis dans le fonctionnement, ils ont l'impression qu'ils font des trucs, qu'ils tournent à fond et tout, et les autres, ils disent ah bon, il se passe quelque chose, ah ben j'ai rien vu, ah il y avait une newsletter, ah bon, ah bah tiens, il s'est passé ça, et alors tu lui dis mais comment ça t'as pas vu, et ben j'ai envoyé, j'ai fait le WhatsApp, et j'ai fait un mail, et j'ai fait voilà. Donc il y a ce côté. Donc c'est vrai que c'est un système un peu lent, mais et qui a besoin de temps. Donc c'est sûr qu'il y a un moment où j'aurais envie de passer la main. J'ai déjà demandé l'année dernière, et je serai ravie de passer la main quand ça se présentera, quand quelqu'un aura envie aussi, parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire que tout le monde non plus ne se bat pas pour prendre ce poste qui, comme vous dites, demande de l'abnégation, parce que comme c'est bénévole, on n'en tire pas non plus un aura extraordinaire, et que malgré tout c'est une petite musique qui est toujours là pour savoir est-ce que j'ai fait avancer les choses, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça avance un peu, voilà, et pour pas perdre le fil aussi, parce que c'est ça la difficulté quand on est
sur plusieurs sujets. Tout d'un coup, le sujet des agents associés, pour pas perdre le fil, il faut s'en occuper un petit peu régulièrement, sinon on se dit alors où j'en étais, et là on perd un temps fou à recoller ces morceaux et à remettre la machine en route. Et quand vous avez créé votre agence, est-ce que vous aviez un modèle d'agence en tête? Est-ce que vous aviez prévu de devenir une énorme agence, ou alors vous aviez toujours voulu travailler Alors voilà, non, pas du tout. Moi, je voulais absolument pas devenir une énorme agence. Je voulais quelque chose qui reste à taille humaine. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement le lien humain, plus que le business pur. En fait, moi, j'ai toujours fait des choses comme ça me plaisait, c'est-à-dire comme j'avais envie, au sens de travailler avec des gens avec qui je m'entends, pas prendre un photographe parce qu'il a un beau dossier, mais que je le trouve compliqué, ou je sens que on va avoir une relation compliquée. Je préfère prendre un dossier peut-être moins fort, mais quelqu'un avec qui je vais me sentir très à l'aise. Et quand on va se parler, ça va être agréable, joyeux, léger. Et donc j'ai toujours voulu rester dans quelque chose qui reste très humain. Donc pour pouvoir parler à mes photographes régulièrement, pour savoir ce qu'ils font, pour pouvoir être présente presque au quotidien, on peut pas en avoir 12 000, quoi. Ou alors à ce moment-là, on passe un autre cap, on délègue, on prend quelqu'un qui va gérer les photographes. Donc il y a des photographes avec qui on ne parle jamais en fait. Donc ça devient une autre chose, une autre dimension. Et ça, c'est un cap que j'ai jamais voulu passer. Moi, j'ai toujours voulu rester dans quelque chose de très presque familial, et surtout de maîtriser complètement tout ce qu'on faisait. C'est-à-dire que quand on nous confie une production, on est très précis, donc on sait exactement tout. Il n'y a rien qu'on laisse au hasard. Et pour que ce soit pas au hasard, ça veut dire qu'on a un échange qui est très fourni avec le photographe, et qu'on pourra être un intermédiaire efficace et constructif entre le photographe et le client, que ce soit une agence ou un annonceur. Ça, c'est vraiment pour moi très important. Et vous êtes combien Alors, dans l'agence, nous sommes deux. Lisa, que vous avez rencontrée tout à l'heure, et moi. Et ensuite, après, il y a des gens qui contribuent à la vie de l'agence, qui ne sont pas là physiquement. Par exemple, pour tout ce qui est graphisme, les logos, les mises en page, les choses comme ça, on a besoin de talent. Je veux dire, c'est très important d'être accompagné là-dedans. Donc là, j'ai Bernard Lagacé, avec qui je travaille depuis des années, que j'aime beaucoup, et qui fait les choses toujours avec beaucoup de... qui est très sensible. Donc et on s'entend bien. C'est que quand il me propose quelque chose, c'est tout de suite, ça me plaît. Et puis on a évidemment toute la partie comptabilité qui est à l'extérieur, mais c'est vrai qu'on a rapatrié beaucoup de choses. Quand je travaillais seule, avant que Lisa n'arrive, j'ai extériorisé plus de choses, notamment le webmaster, toute la gestion du web. Et avec Lisa, vous vous êtes répartis au niveau des photographes ou au niveau des tâches à faire? Au niveau des tâches. En fait, Lisa est quelqu'un qui reste plus au bureau, et moi qui vais un peu rayonner autour, et donc elle va être le socle d'organisation, facturation, tout ce qui est back office en fait, et moi plus la partie développement commercial, le lien avec les clients, les photographes. C'est très simple comme façon de faire. Non, mais c'est un binôme en tout cas. C'est un binôme qui se complète équilibré. Bien. Oui, voilà, oui, c'est parce qu'on est chacune dans ce qu'on aime bien faire, et c'est ça qui fait que ça peut tenir dans la durée. Est-ce qu'il y a des tendances que vous pouvez voir, enfin que vous pouvez apercevoir pour les prochaines années? C'est une question qui est assez dure, mais est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez voir aujourd'hui? Donc là, c'est une question très ouverte, autant sur le type de commande qui a peut-être être de plus en plus demandé, ou alors les photographes qui évoluent aussi. Voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez apercevoir maintenant et que vous pensez vont s'accentuer dans les prochaines années? Ce que je pense, c'est que on nous demande, il y a une tendance quand même à nous faire travailler dans des délais assez courts et à produire beaucoup de visuels. Je crois que l'exigence au moment de la prise de vue, en fait,
elle diminue au profit de la post-production. Donc en fait, tu n'auras vraiment plus besoin d'être un savant de la technique photographique pour faire de la commande commerciale. Ça, je pense que finalement, c'est plus l'idée qui prime que la mise en lumière. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est le concept du visuel, l'idée qui va attirer plus que la maîtrise technique. Moi, ça, c'est une tendance que je vois et donc du coup, c'est un marché qui va être très ouvert. Vraiment, on va pouvoir, les gens vont vous commander des trucs de façon transversale, c'est-à-dire qu'on va demander à la compétence en fait photographique va être très diluée et l'écriture assez diluée aussi, je pense. C'est-à-dire qu'on va je crains qu'on arrive à un espèce de supermarché de l'image et que pour rester sur quelque chose d'un peu protégé avec des délais de réalisation, de fabrication, des qualités de production, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des intervenants de qualité, fabriquer des choses qui soient de qualité. Il va falloir vraiment être très 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 fort là, très très fort pour tenir cette barre là. Et vous pensez que c'est les consommateurs qui en demandent, qui se lassent plus vite, Non, je pense que c'est tous ces supports qu'il faut nourrir d'image, quoi, et qu'une image, elle dure assez, elle a une durée de vie qui est très courte aujourd'hui, en fait. Donc, on peut pas investir beaucoup sur une image qui a une durée de vie très courte. En même temps, je pondérerais complètement mon propos parce que j'ai remarqué quand même au fil de ces années que tout n'était qu'une histoire de cycle et que une tendance après disparaissait pour profit d'une autre qui était l'inverse et que donc il y a peut-être bien un moment où on commence à voir déjà un peu des gens qui disent non mais moi je voudrais travailler avec quelqu'un qui fait de l'argentique, je voudrais donc je pense qu'il n'est pas impossible qu'il y ait un cycle où on ait envie d'avoir mieux que son concurrent et que sortir justement de supermarché de l'image pour avoir des choses de qualité, plus éditées, plus travaillées et qui permettront aux marques d'émerger et d'avoir une visibilité qui soit plus qualitative. Alors, moi, ce serait mon propos, c'est-à-dire que pour sortir de ce toute image absolument, peut-être en produire moins et dans une qualité plus forte. Mais c'est vrai que tout est très bouleversé, parce que quand on voit que maintenant même je sais pas si on appelle ça des Instagrammeurs, des influenceurs, enfin des gens qui ont des comptes Instagram très suivis, sont eux-mêmes commanditaires de photos. Aujourd'hui, ça arrive. Alors évidemment, c'est des choses qui sont très très peu payées ou assez mal payées, mais ça existe. C'est quand même un truc incroyable quand on y pense. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est quelqu'un de lambda qui a pu monter un compte Instagram, avoir beaucoup de followers autour d'un sujet ou un autre, qui va vouloir monter la qualité de son image par des meilleures photos et qui donc va être un commanditaire auprès de photographes professionnels. C'est rigolo ça quand même. Ça n'existait pas du tout ce truc-là il y a pas si longtemps. Non, ça, je sais pas où ça va nous mener ce truc-là non plus. Et je pense qu'il y a pas mal de dualité, d'avoir de plus en plus d'images et en même temps revenir sur des techniques plus lentes, de l'argentique ou des techniques plus anciennes. Je pense qu'il y a vraiment une dualité, mais je pense qu'on la vit aussi dans le quotidien sur d'autres sujets, sur la cuisine, sur d'autres choses où je pense qu'il y a quelque chose où on n'est pas, on se pose des questions et je pense que le confinement, là, ce qu'on a vécu, et ce qu'on vit encore, de l'année 2020-2021, fait qu'on se pose aussi beaucoup de questions et je pense qu'il y a encore cette dualité de produire beaucoup et en même temps se poser des questions sur pourquoi produire autant.
Oui, oui. C'est pas encore très clair. Non, c'est ça. Les intentions sont bonnes, mais les actes sont pas toujours à la hauteur. Bon, en l'occurrence, en tout cas pour la commande photographique, ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'il y aura toujours besoin d'images, il y aura besoin de beaucoup d'images, et qu'après c'est à chacun d'arriver à se positionner sur un créneau qui soit intéressant, artistiquement et qui soit pas trop frustrant, parce que ça on peut pas travailler dans la durée avec une frustration. Il faut quand même pouvoir s'épanouir dans son métier. Alors c'est vrai que moi je dis souvent aux photographes, quand on fait de la commande, on est dans un cadre de travail qui est quand même établi, il faut l'accepter et il faut pas avoir des frustrations parce qu'on n'a pas pu avoir un input créatif aussi fort qu'on l'aurait souhaité. Et cet input créatif, exprimez-le à travers des images personnelles, à travers un travail artistique propre qui soit pas dans le cadre de la commande, parce que c'est vrai que s'exprimer artistiquement dans la commande aujourd'hui, je pense que ça a peut-être été possible il y a de nombreuses années, mais aujourd'hui le cadre il est vraiment assez rigide, il est très contraint, c'est-à-dire qu'on nous donne une maquette qui a été faite avec des choses très précises. Parfois on a l'impression que l'image est même déjà faite et il faut faire pile poil la même chose parce que il y a X personnes qui ont validé ce visuel dans l'entreprise et donc ils veulent vraiment pile poil celui-là. Donc si on veut bouger un petit peu la lumière par là parce que ce serait plus joli, et éventuellement on va se passer du plus joli parce que ce qui a été validé c'est ça, c'est pas le plus joli, c'est ça. Donc c'est plus rigide alors. Parce que avant on avait un croquis. Alors ça laissait une part à l'interprétation et puis le photographe du coup avait un rôle plus important dans la mise en œuvre. Là aujourd'hui on lui donne quelque chose qui a été fabriqué numériquement et qu'il faut refaire avec parfois des aberrations de lumière, de perspective, d'échelle, enfin voilà. Mais c'est ça qui a été vendu, c'est ça qu'il faut faire. Donc le cadre de la commande est souvent très rigide. Et même on part avec des très bonnes intentions au début de la production. On veut quelque chose de naturel, on veut vraiment qu'il y ait des accidents, on veut que si le produit n'est pas complètement éclairé, c'est pas grave. Et en fait à l'arrivée du chemin, toute l'entreprise a donné son avis et on est revenu à quelque chose de hyper consensuel où chacun reconnaît son truc et même si c'était plus joli l'autre, on garde celui qui est consensuel. C'est comme ça. Donc c'est pour ça que la commande, elle peut être un peu frustrante. Elle rémunère, c'est très important, et c'est formidable de vivre de sa prestation photographique, d'être un auteur qui vit de la photo, c'est formidable. Donc il faut être très heureux de ça, et même si on a des frustrations dans le cadre de la commande, et à ce moment-là, on s'exprime sur des choses personnelles. Est-ce que vous auriez d'autres conseils pour des photographes? Parce que du coup là j'ai une question qui du coup la dernière. Est-ce que vous avez des conseils pour les photographes? Là vous en aviez déjà sur la commande. Et est-ce que vous auriez aussi des conseils pour des personnes qui souhaiteraient devenir agents en 2021 voilà, avec les nouvelles moi je pense contraintes. que tout est possible. Tout est possible et c'est, comme je vous l'ai dit au départ, ça j'en déroge pas. C'est un marché qui est ouvert à la nouveauté et donc si on a envie de se lancer, il faut surtout pas hésiter. Ce qui est important, c'est la constance. Donc c'est de vouloir le faire dans la durée et de creuser son petit sillon tous les jours. Et moi c'est ce que je dis aux photographes quand je les rencontre. Et je leur dis c'est ce qu'il faut, c'est quand on travaille, c'est vrai quand on est confronté à la page vide, qu'on est tout seul dans son studio ou tout seul chez soi à chercher des idées, à chercher des façons, c'est compliqué. Donc pour éviter le vide, il faut tous les jours tricoter une maille en fait. Et à la fin de la journée, il faut pas avoir des ambitions trop grandes. Ça je veux dire, il faut pas se dire aujourd'hui je prends 25 rendez-vous, je fais 10 images perso, non, il faut faire des choses tricotées mais tous les jours.
Donc ça, c'est un jours. conseil autant pour les agents que pour les photographes. Moi, je pense, oui. Je pense que c'est quelque chose qui doit être fait vraiment quotidiennement, chaque jour. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et c'est ça qui paye dans la durée. C'est ça qui paye dans la durée. Donc, on peut pas se dire en une semaine, je vais prendre 25 rendez-vous, faire des photos perso, et ensuite, à la fin de la semaine, on a un constat d'échec parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire. Il faut tous les jours y aller. C'est un travail tous les jours. Et c'est ça qui est dur, en fait, pour un photographe. C'est d'arriver à cette énergie-là, d'arriver à remplir sa page vide tous les jours. C'est ça qui est difficile. Et c'est là où il faut du courage. Et je pense qu'il faut, pour un photographe aujourd'hui, pour réussir, il faut, certes, le talent créatif, ça c'est une évidence. C'est un postulat acquis. Et ensuite, derrière, il faut la constance et la force de travail. Eh ben merci beaucoup. On va terminer sur ces phrases. Merci. Eh ben merci beaucoup Marine. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voix de la photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!